Je m'appelle Goldie, et à 32 ans, je suis propriétaire d'une galerie d'art qui expose des artistes émergents dans le centre-ville de Chicago. Mais il y a 24 ans, je n'étais qu'une petite fille de 8 ans qui regardait sa famille voler en éclats. Mon père a pris mon frère, ma mère a pris ma sœur, et personne ne m'a prise. Après 2 décennies de silence, ils veulent tous soudainement revenir dans ma vie, s'attendant à retrouver la même enfant désespérée qu'ils ont abandonnée. Mais cette petite fille a disparu. À sa place se tient une femme qui s'est construite à partir de rien. Avant de partager mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner si les histoires sur la manière de surmonter l'abandon vous touchent, car croyez-moi, ce parcours devient intense. Avant que tout ne s'effondre, nous étions ce que la plupart des gens considéraient comme une famille normale. Nous vivions dans une maison de plain-pied en briques dans la banlieue de Chicago, avec une balançoire faite d'un pneu dans le jardin que mon père avait suspendu à un chêne immense. Je peux encore imaginer la façon dont le soleil du soir filtrait à travers les feuilles, créant des ombres dansantes sur notre petit bout de pelouse, où notre Golden Retriever, Rusty, nous poursuivait en cercles infinis jusqu'à ce que nous nous effondrions tous en tas, secoués de rire. Mon père, Jacques, travaillait comme entrepreneur en construction. Il était grand, avec de larges épaules et des mains rendues rudes par des années de travail manuel. Il sentait la sueur de bois et le chewing-gum à la menthe, une combinaison que je trouvais réconfortante chaque fois qu'il me soulevait pour me faire un câlin. Ma mère, Diane, travaillait à temps partiel comme infirmière à l'hôpital local. Elle avait ce rire contagieux qui commençait doucement et montait jusqu'à ce que tout son corps en soit secoué. Ses cheveux blonds foncés étaient toujours tirés en une queue de cheval pratique, mais elle me laissait les brosser le soir, comptant parfois 100 coups de brosse, tout comme les princesses dans les livres de contes. Mon frère, Noah, avait 2 ans de plus que moi, 10 ans, quand tout a changé. Il était mon protecteur, celui qui m'a appris à faire du vélo en courant à mes côtés jusqu'à ce que je trouve mon équilibre, puis en applaudissant sauvagement quand j'ai finalement pédalé seul. Il collectionnait les cartes de baseball et connaissait toutes les statistiques, des informations qu'il me récitait, même si je comprenais rarement leur importance. Ce que je comprenais, c'était la fierté dans sa voix quand il me l'expliquait. Sophie était ma petite sœur, âgée de seulement 6 ans lorsque notre famille s'est fracturée. Elle avait des boucles blondes et vaporeuses et l'habitude de me suivre partout. Je lui lisais des histoires avant de dormir, en prenant des voix différentes pour chaque personnage jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle avait un éléphant en peluche nommé Ellie qui l'accompagnait partout, une oreille usée à force d'être constamment manipulée. Notre maison n'était pas luxueuse, mais elle était à nous. Ma chambre avait des étoiles phosphorescentes collées au plafond, une galaxie que je fixais en m'endormant. La cuisine avait des rideaux jaunes que ma mère avait cousus elle-même, et des chaises dépareillées autour de la table de la salle à manger que papa avait sauvée de divers chantiers et qu'il avait restaurées. Les dimanches étaient consacrés aux crêpes. Papa était au fourneau, retournant des cercles dorés parfaits tandis que maman coupait les fruits. Noah ajoutait des pépites de chocolat dans la pâte quand papa ne regardait pas, et Sophie gloussait en le regardant, sa complice. J'étais chargé de mettre la table, plaçant soigneusement chaque fourchette et chaque couteau, me sentant si grande avec mes responsabilités. L'été signifiait des excursions au lac Michigan, où nous passions des journées entières à construire des châteaux de sable que Sophie décorait avec des coquillages et des plumes. Maman lisait des romans de poche sous un parasol, tandis que papa nous apprenait, à Noah et à moi, à nager au-delà des vagues déferlantes. Ces soirs-là, épuisés et halés, nous prenions des cônes de glace qui dégoulinaient sur nos poignets pendant que nous regardions le coucher de soleil peindre le ciel de roses et de violets aquarellés. Quand j'ai eu 8 ans, maman m'a organisé une fête d'anniversaire avec un gâteau arc-en-ciel et des ballons attachés à chaque chaise. Mes amis de l'école sont venus, et nous avons joué à 1, 2, 3, soleil dans le jardin jusqu'au crépuscule. Papa a installé un arroseur pour que nous puissions courir à travers, et maman a pris des photos avec son vieil appareil photo argentique, documentant soigneusement chaque moment. Je me souviens m'être senti si spécial, si aimé, complètement inconsciente que ce serait notre dernière célébration en tant que famille unie. Avec le recul, il y avait de petits signes de problème que j'étais trop jeune pour reconnaître. La façon dont le travail de papa semblait fluctuer, certains mois rapportant beaucoup, tandis que d'autres signifiaient des conversations discrètes derrière des portes closes. La frustration croissante de maman face à notre instabilité financière, le sourire crispé qu'elle affichait lorsque les factures arrivaient par la poste. Mais les enfants ne remarquent généralement pas ces choses à moins qu'elles ne deviennent impossibles à ignorer. Pendant longtemps, notre foyer a semblé sûr, chaleureux, rempli de la magie ordinaire de la vie de famille. Les soirées de jeu où papa accusait théâtralement maman de tricher au Monopoly.
Les dîners en semaine autour de la table où nous devions chacun partager le meilleur moment de notre journée. La façon dont maman embrassait chacun de nos fronts avant l'école, laissant la plus faible odeur de son parfum fleuri. Tous ces petits moments formaient le fondement de mon monde, un monde que je croyais aussi solide que les murs de briques de notre maison. Je ne savais pas alors que les fondations peuvent se fissurer, que les foyers construits sur l'amour peuvent tout de même s'effondrer. Je n'aurais pas pu imaginer un avenir où nous 5 deviendrions des étrangers, ou que je serais celle laissée pour compte lorsque tous les autres passeraient à autre chose. Les souvenirs de cette époque sont à la fois précieux et douloureux, un rappel de tout ce que j'ai perdu et de tout ce que j'ai dû reconstruire par moi-même. La première vraie fissure dans les fondations de notre famille est apparue lorsque papa a perdu un important contrat de construction sur lequel il comptait. Je me souviens du soir où il est rentré des heures plus tard que d'habitude, le visage gris de défaite. Maman nous a envoyés, les enfants, jouer au sous-sol, mais leur voix montait par l'escalier alors qu'ils avaient leur première dispute sérieuse à laquelle j'ai jamais assisté. Comment as-tu pu tout miser sur ce seul contrat, Jacques? La voix de maman était tranchante, accusatrice d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. C'était une affaire sûre, Diane. Comment étais-je censé savoir qu'il choisirait une autre entreprise à la dernière minute? La voix de papa a tonné en retour, défensive et à vif. Cette nuit-là, j'ai entendu maman pleurer dans leur chambre, les sanglots doux et saccadés qu'elle essayait d'étouffer avec un oreiller. Papa a dormi sur le canapé, et le petit déjeuner le lendemain matin fut une affaire silencieuse, la tension assez épaisse pour être palpable. Dans les semaines qui ont suivi, maman a commencé à prendre des gardes supplémentaires en tant qu'infirmière. Elle partait avant que nous nous réveillions et revenait parfois après que nous soyons couchés. Son absence créait un vide dans nos routines quotidiennes. Personne n'était là pour aider avec les devoirs ou écouter les histoires de notre journée d'école. Papa essayait de remplir les 2 rôles, mais il était distrait, constamment au téléphone à essayer de décrocher de nouveaux contrats pendant que les factures s'accumulaient sur le comptoir de la cuisine. Une nuit, je me suis levé pour un verre d'eau et j'ai entendu papa au téléphone dans la cuisine. Je ne sais pas comment nous allons payer l'hypothèque ce mois-ci, a-t-il chuchoté durement. Les économies ont disparu, et les gardes supplémentaires de Diane couvrent à peine les charges. La peur dans sa voix m'a tordu l'estomac. Noah s'est renfermé sur lui-même, passant plus de temps dans sa chambre avec la porte fermée. Il a cessé d'inviter des amis et a quitté son équipe de baseball, prétendant que cela ne l'intéressait plus. Mais je l'ai surpris parfois à fixer ses gants, les doigts caressant le cuir usé avec nostalgie. Sophie a commencé à faire des cauchemars, se réveillant en hurlant à propos de monstres sous son lit. Je me glissais à côté d'elle, lui caressais les cheveux jusqu'à ce qu'elle se rendorme, lui chuchotant des assurances auxquelles je n'étais plus sûr de croire moi-même. Nos parents étaient trop absorbés par leur propre lutte pour remarquer comment nous réagissions tous à l'atmosphère changeante de notre foyer. Noël cette année-là fut une ombre des célébrations précédentes. Pas de sapin, pas de cadeaux, juste un petit dîner que maman a préparé entre 2 gardes, pendant lequel nos parents se sont à peine parlé. Noah picorait sa nourriture tandis que Sophie demandait à plusieurs reprises quand le Père Noël allait venir, des questions que nos parents ont éludées jusqu'à ce qu'elle cesse finalement de demander. En janvier, mes grands-parents sont venus nous rendre visite. Je les ai entendus parler à mes parents à voix basse, sur un ton inquiet. Ils ont offert leur aide, bien que je n'ai pas compris exactement de quelle sorte. Quoi que ce fût, mes parents ont refusé, la fierté de mon père étant toujours intacte malgré tout le reste qui s'effondrait autour de nous. Nous nous en sortirons nous-mêmes, a-t-il insisté, tandis que le visage de ma grand-mère se plissait d'inquiétude. Papa a commencé à boire plus abondamment. Pas tous les soirs, mais assez souvent pour que la poubelle de recyclage se remplisse de canettes de bière vides plus rapidement qu'avant. Il s'endormait en regardant la télévision, parfois sans même se rendre au lit. Maman est devenue émotionnellement distante, accomplissant les gestes de soin sans la chaleur qui caractérisait autrefois ses interactions avec nous. Les matins sont devenus ma responsabilité. Je me levais tôt pour préparer des céréales pour Sophie et Noah quand nos parents dormaient encore ou étaient déjà partis travailler. À 8 ans, je suis devenue la gardienne des routines, m'assurant que les dents étaient brossées et que les sacs à dos étaient prêts pour l'école. J'accompagnais Sophie à sa salle de classe, promettant de la retrouver après l'école, endossant un rôle qu'aucun enfant ne devrait avoir à assumer. Un après-midi, je suis rentré tôt de chez une amie et j'ai entendu maman au téléphone dans sa chambre. La porte était entr'ouverte, et à travers elle, je pouvais la voir assise sur le bord du lit, une main se frottant le front comme pour chasser une migraine. Je ne sais plus quelles sont nos options, Lisa, disait-elle à ma tante. Les enfants. Je ne peux tout simplement pas.
Je ne peux pas leur donner la vie qu'ils méritent comme ça. Il y eut une pause. Nous avons parlé de séparation, mais qu'adviendra-t-il des enfants alors? Qui va où? La terreur glaciale qui m'a envahi à ces moments encore. Qui va où? Comme si nous étions des meubles à se partager lors d'un divorce. Les disputes se sont intensifiées. Une nuit, c'est devenu si grave que papa a fait un trou dans le mur du salon d'un coup de poing. J'ai regardé depuis l'escalier, figé de peur alors que maman criait qu'il était hors de contrôle. Noah m'a ramené dans ma chambre où Sophie se cachait déjà sous ses couvertures. Nous nous sommes blottis tous les trois sur mon lit, le bras de Noah nous protégeant tous les deux pendant que nous écoutions les bruits de notre famille qui implosait. Plus tard cette semaine-là, j'ai trouvé maman en train de pleurer seule dans la salle de bain. La porte n'était pas complètement fermée, et à travers la fente, je pouvais la voir assise sur le couvercle des toilettes, les épaules secouées de sanglots silencieux. J'ai voulu aller vers elle, lui offrir le même réconfort que je donnais à Sophie après ses cauchemars, mais quelque chose m'a retenu. C'était peut-être la prise de conscience que certaines blessures étaient trop grandes pour qu'un enfant puisse les réparer. J'ai commencé à créer des jeux de distraction pour mes frères et sœurs. Nous construisions des forts élaborés au sous-sol en utilisant de vieux draps et des meubles. J'inventais des chasses au trésor dans la maison et le jardin, n'importe quoi pour les protéger de la réalité de notre vie de famille qui se désintégrait, pour leur donner des moments d'enfance normale au milieu du chaos. Mais je ne pouvais pas me distraire de la vérité. Quelque chose d'irréparable s'était brisé entre nos parents. Papa a déménagé dans la chambre d'amis du sous-sol. La séparation au sein de notre maison ressemblait à un prélude à quelque chose de pire. Je restais éveillé la nuit, à l'écoute de sons de réconciliation qui ne venaient jamais, imaginant des scénarios où ils arrangeraient les choses et où nous redeviendrions la famille que nous avions été. Le jour où j'ai trouvé des papiers de divorce dans le sac à main de maman fut le jour où l'espoir est mort. Je ne fouinais pas intentionnellement, je cherchais juste du chewing-gum, mais ils étaient là, des documents à l'aspect officiel avec des termes comme « dissolution du mariage » et « accord de garde ». Je ne comprenais pas tout le langage juridique, mais je comprenais assez. Ce n'était pas temporaire. C'était la fin. Ce soir-là, après que nous étions censés être au lit, je me suis assise en haut de l'escalier et j'ai écouté mes parents discuter de quel enfant irait où. La manière désinvolte dont ils nous ont partagé me glace encore le sang quand j'y pense. Noah devrait venir avec moi, a dit papa. Il a besoin d'une influence masculine à son âge. D'accord, mais Sophie reste avec moi, a répondu maman. Elle est trop jeune pour être sans sa mère. J'ai attendu, le souffle coupé, que l'un d'eux me mentionne, se battent pour moi, me réclame comme Noah et Sophie avaient été réclamés. Mais la conversation est passée aux arrangements financiers et au calendrier de visite, et mon nom n'a jamais été mentionné. C'était comme si je n'existais pas, comme si j'étais invisible aux yeux même des personnes qui m'avaient donné la vie. Cette nuit-là, j'ai pleuré silencieusement dans mon oreiller, en faisant attention de ne pas réveiller Sophie, qui était de nouveau montée dans mon lit. Je faisais face à la première prise de conscience dévastatrice de ma jeune vie, dans la redistribution de notre famille, aucune place n'avait été réservée pour moi. Le matin où tout a changé pour toujours a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis réveillé tôt, comme c'était devenu mon habitude, et je suis descendu pour préparer le petit déjeuner. J'ai trouvé papa et Noah dans le salon, des valises faites à côté d'eux. Papa était agenouillé devant Noah, les mains sur ses épaules, parlant d'une voix basse et sérieuse. Nous partons en voyage, a expliqué papa quand il m'a remarqué dans l'encadrement de la porte. Noah et moi avons besoin de temps pour réfléchir. Noah avait l'air confus, les yeux rougis comme s'il avait pleuré. Quand il m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, il a murmuré « Je t'appellerai bientôt, je te le promets », sa voix tremblant d'incertitude. Je me suis accroché à lui, sachant d'une manière ou d'une autre que ce n'était pas un voyage normal, que quelque chose de plus permanent se produisait. Papa m'a à peine regardé en partant, juste un rapide « Sois sage pour ta mère, Goldie », avant de faire sortir Noah vers la voiture, où j'ai remarqué plusieurs sacs poubelles remplis de ce qui ressemblait à des vêtements et des jouets. Pas des bagages pour un voyage, mais des affaires pour un déménagement. Après leur départ, maman s'est enfermée dans sa chambre et n'en est pas sortie. Je l'entendais sangloter à travers la porte, mais mes coups sont restés sans réponse. Sophie n'arrêtait pas de demander où papa et Noah étaient partis, et je ne savais pas quoi lui dire. Nous avons mangé des céréales pour le dîner ce soir-là, et j'ai lu 3 histoires supplémentaires à Sophie avant de dormir, essayant de maintenir un semblant de normalité. Maman est restée dans sa chambre le lendemain. J'ai fait des sandwichs au beurre de cacahuète pour le déjeuner,
j'ai aidé Sophie à se brosser les dents, et j'ai essayé d'appeler le téléphone portable de papa à plusieurs reprises. Il tombait directement sur la messagerie vocale à chaque fois. Cette nuit-là, Sophie et moi avons de nouveau dormi ensemble dans mon lit, son petit corps blotti contre le mien pour un réconfort dont nous avions toutes les deux désespérément besoin. Le troisième jour, maman est sortie de sa chambre, l'air hagard et déterminé. Elle se déplaçait dans la maison avec une efficacité robotique, sortant des valises et les remplissant avec les vêtements et les jouets de Sophie. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle n'a fait qu'une brève pause. « Sophie et moi avons besoin d'un nouveau départ », a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. « Nous allons rester chez tante Lisa pendant un moment. »« Et moi ?» ai-je demandé, la panique montant dans ma poitrine. « Quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» L'expression de maman a oscillé entre la culpabilité et la résolution. « Tu resteras ici pour l'instant. Nous reviendrons te chercher quand les choses se calmeront. Je te le promets. » Je ne l'ai pas cru. Mais j'avais 8 ans et j'étais impuissante à arrêter ce qui se passait. Sophie a pleuré quand elle a réalisé que je ne venais pas, tendant les bras vers moi depuis les bras de maman alors qu'elle se dirigeait vers la voiture. « Pourquoi Goldie ne peut pas venir ?» a-t-elle gémi, le visage rouge et strié de larmes. « Goldie doit rester ici au cas où ton père reviendrait », a répondu maman, un mensonge que j'ai reconnu même à ce moment-là. Nous serons de nouveau ensemble bientôt. Puis elles sont parties, et j'étais seule dans notre maison. Complètement seule. À 8 ans. Le premier jour toute seule, j'ai fait comme si c'était une aventure. J'ai mangé de la glace pour le petit déjeuner parce que personne ne pouvait me dire de ne pas le faire. J'ai regardé des émissions de télévision que maman n'autorisait jamais. J'ai sauté sur le lit de mes parents. Mais la liberté a rapidement cédé la place à la peur à la tombée de la nuit, lorsque la maison a fait des bruits étranges que je n'avais jamais remarqués auparavant. J'ai dormi avec toutes les lumières allumées cette nuit-là, Rusty blotti protecteur à mes pieds. Le lendemain matin, j'ai réalisé que personne ne l'avait nourri. Alors, j'ai versé une boîte entière de céréales dans sa gamelle, ne sachant pas de quelle quantité il avait besoin, mais voulant m'assurer qu'il en ait assez. Au troisième jour seul, la situation alimentaire devenait critique. J'avais épuisé les options faciles comme les céréales et les sandwichs au beurre de cacahuète. Le lait avait tourné. Je ne savais pas comment cuisiner quoi que ce soit nécessitant la cuisinière ou le four. Rusty et moi avons partagé des crackers et des tranches de fromage du réfrigérateur. Je n'arrêtais pas d'appeler le téléphone de papa et maintenant celui de maman aussi, mais aucun des deux ne répondait. J'ai laissé des messages en larmes, demandant quand ils reviendraient me chercher, les suppliant de ne plus me laisser seul. Le silence en réponse était assourdissant. Le quatrième jour, on a frappé à la porte. Madame Garcia, la voisine, se tenait là avec une expression inquiète. Elle avait remarqué que j'étais seul à la maison et voulait vérifier si tout allait bien. J'ai menti, disant que ma mère était juste allée au magasin et qu'elle reviendrait bientôt. Mais Madame Garcia a vu à travers le mensonge, surtout quand Rusty a bondi derrière moi, clairement non nourri et non promené. « Où sont tes parents, ma chérie ?» a-t-elle demandé doucement. Je me suis effondré alors, lui racontant tout entre des sanglots convulsifs. Comment papa avait pris Noah, maman avait pris Sophie, et personne ne m'avait prise. Comment ils avaient promis de revenir mais n'avaient pas appelé. Comment je manquais de nourriture et que j'avais peur la nuit. Le visage de Madame Garcia est passé de l'inquiétude à l'horreur pendant que je parlais. Elle m'a emmené chez elle, m'a donné un vrai repas et a appelé les autorités. Ce soir-là, une travailleuse sociale nommée Mademoiselle Jane Reynolds était assise en face de moi dans le salon de Madame Garcia, me posant des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. « Sais-tu où tes parents sont allés ? As-tu des grands-parents ou d'autres parents à proximité ? Depuis combien de temps es-tu seul ? » 4 jours. Mademoiselle Reynolds avait une voix douce mais ne pouvait cacher la pitié dans ses yeux. Cette pitié allait devenir une expression familière sur les visages des adultes dans ma vie pour les années à venir. Elle m'a expliqué que je devrais partir avec elle, que je ne pouvais pas rester dans la maison vide, qu'ils essaieraient de contacter mes parents. Elle m'a laissé faire un petit sac de vêtements et prendre mon ours en peluche, Howard, que j'avais depuis que j'étais bébé. Rusty est allé au refuge pour animaux, une autre perte dans une semaine qui en était pleine. L'audience au tribunal de la famille une semaine plus tard fut froide et stérile, pleine d'adultes parlant de moi comme si je n'étais pas là. Aucun de mes parents ne s'est présenté, bien qu'ils aient apparemment été prévenus. Le juge, un homme plus âgé aux yeux gentils mais à la bouche sévère, m'a déclaré pupille de l'État. Juste comme ça, en moins de 2 semaines,
Je suis passé de membre d'une famille à un numéro de dossier dans le système de placement familial. Mon premier placement fut chez les Thompson, un couple avec 3 enfants biologiques qui prenaient des enfants en famille d'accueil pour le revenu supplémentaire. Ils n'étaient pas cruels, mais ils n'étaient pas gentils non plus. Je dormais sur un canapé-lit dans la salle familiale de leur sous-sol. Mes affaires, le peu que j'avais, étaient gardées dans un sac poubelle noir car il n'y avait ni commode ni placard pour moi. Leurs enfants me regardaient avec méfiance, ne m'incluant jamais dans leurs jeux ou leurs conversations. J'ai écrit des lettres à Noah et Sophie, déversant mon cœur sur le papier, leur disant qu'ils me manquaient et leur demandant quand nous nous reverrions. Je les ai adressés à la maison de tante Lisa, le seul endroit où je pensais que ma mère et Sophie pourraient être. Elles sont revenues des semaines plus tard, marquées « Retour à l'expéditeur », pas de nouvelle adresse. Une fois, j'ai réussi à appeler le téléphone portable de mon père quand Madame Thompson ne faisait pas attention. Une femme a répondu, sa voix sèche d'agacement quand j'ai demandé mon père. « Il ne peut pas venir au téléphone », a-t-elle dit. « Qui est-ce » ? « C'est Goldie, sa fille », ai-je répondu, l'espoir montant que j'avais enfin établi le contact. Il y a eu une pause. Puis, je lui dirai que vous avez appelé, avant que la ligne ne se coupe. Il n'a jamais rappelé. J'ai aussi laissé des messages chez tante Lisa, appelant quand je savais que Madame Thompson était occupée avec ses propres enfants. Les réponses de ma tante étaient vagues et mal à l'aise. Ta mère traverse une période difficile en ce moment, ou, ils te contacteront quand ils seront prêts. Jamais de connexion directe, jamais de réponse à mes questions sur le moment où ils reviendraient me chercher. Progressivement, j'ai appris que mes 2 parents avaient déménagé hors de l'État. Papa avait emmené Noah dans le Wisconsin où il avait trouvé du travail sur un grand projet commercial. Maman et Sophie étaient dans l'Indiana avec tante Lisa, soi-disant jusqu'à ce que maman puisse se remettre sur pied. Aucun des deux n'avait laissé d'informations de contact à l'agence de placement familial. Aucun des deux n'avait assisté aux audiences du tribunal concernant ma garde. Aucun ne semblait préoccupé par ce qui m'était arrivé après leur départ. 6 mois après mon arrivée chez les Thompson, une carte d'anniversaire de Noah est arrivée pour moi. Elle avait été réexpédiée plusieurs fois et avait des semaines de retard. À l'intérieur se trouvait une carte achetée en magasin avec un bref message, « Joyeux anniversaire, Goldie. Tu me manques, Noah. » Pas d'adresse de retour, pas de numéro de téléphone, juste la confirmation qu'il était en vie et qu'il se souvenait de moi. J'ai dormi avec cette carte sous mon oreiller jusqu'à ce qu'elle tombe en morceaux à force d'être manipulée. Madame Thompson m'a trouvé en train de pleurer sur les restes déchiquetés de la carte un soir. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé-lit, me tapotant maladroitement le dos. Parfois, les familles ne peuvent tout simplement pas rester ensemble, a-t-elle dit, essayant probablement d'être gentille, mais manquant complètement son but. Mais tu es en sécurité ici, et c'est ce qui compte. Mais je n'étais pas en sécurité. Pas vraiment. Car un mois plus tard, les Thompson ont décidé qu'ils voulaient se concentrer sur leurs enfants biologiques. Et juste comme ça, je refaisais mon sac poubelle, déménageant vers un nouveau foyer temporaire avec des étrangers qui ne voulaient pas de moi non plus. Mon deuxième placement fut chez la famille Ramirez, qui hébergeait déjà 5 autres enfants placés dans une maison exiguë de 3 chambres. Monsieur Ramirez était strict au point d'être militaire, imposant des règles sur tout, des horaires de salle de bain autant exacts que nous étions autorisés à passer sur les devoirs. Madame Ramirez était largement indifférente, accomplissant les gestes de soins sans aucun investissement émotionnel. Je partageais un lit superposé avec 2 autres filles dans une chambre conçue pour un seul enfant. Mon espace se composait d'un tiers de commode et d'un bac en plastique sous le lit où je gardais mes quelques effets personnels, qui comprenaient maintenant la carte d'anniversaire de Noah, préservée entre 2 morceaux de ruban d'emballage transparent pour éviter toute détérioration supplémentaire. Changer d'école en milieu d'année a rendu difficile de se faire des amis. J'étais la nouvelle, l'enfant placé avec des vêtements de seconde main et sans parents pour assister aux événements scolaires. Je suis devenue silencieuse, restant dans mon coin et me concentrant sur mes études comme une échappatoire au foyer d'accueil chaotique. Les enseignants m'ignoraient largement car je ne causais pas de problème, et les autres élèves ont vite appris que je ne partagerais pas de détails sur ma situation familiale, finissant par se désintéresser de la nouveauté de ma présence. Un des garçons placés plus âgés, Damon, avait l'habitude de voler les plus jeunes. Il a pris le bracelet que Madame Garcia m'avait donné avant mon départ, le seul cadeau que j'avais reçu depuis que j'étais dans le système. Quand je l'ai confronté, il a menacé de dire aux Ramirez que j'avais enfreint les règles de la maison si je le dénonçais. J'ai alors appris une autre dure leçon du système de placement, parfois,
il faut choisir les pertes avec lesquelles on peut vivre. Les travailleurs sociaux allaient et venaient avec une fréquence alarmante. Chaque nouveau connaissait moins mon dossier que le précédent, lisant un fichier qui contenait les faits de base mais aucun des contextes émotionnels de mon abandon. Il posait des questions standards sur mon bien-être physique, si j'allais régulièrement à l'école, si j'avais des préoccupations concernant mon placement. J'ai appris à dire ce qu'il voulait entendre, sachant que se plaindre menait rarement à des améliorations et entraînait souvent plus de perturbations. Lors d'une visite, une travailleuse sociale particulièrement pressée a mentionné nonchalamment qu'ils avaient reçu des nouvelles de mes frères et sœurs. Noah jouait au baseball dans une petite ligue du Wisconsin et réussissait bien à l'école. Sophie s'était adaptée à sa nouvelle vie dans l'Indiana et prenait des cours de danse. Il s'épanouissait pendant que je survivais, et le contraste était une pilule amère à avaler. Après 8 mois chez les Ramirez, j'ai de nouveau été déplacé, cette fois chez la famille Williams. En apparence, il semblait parfait, une maison de banlieue bien rangée, Madame Williams qui préparait des biscuits pour le goûter, Monsieur Williams qui entraînait la petite ligue. Pour la première fois, j'avais ma propre chambre avec un vrai lit, une commode et un bureau. J'ai osé espérer que cela pourrait être différent. Mais les apparences peuvent être trompeuses. La personnalité chaleureuse de maîtresse de maison de Madame Williams disparaissait derrière les portes closes, remplacée par des remarques cinglantes et des exigences impossibles. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Mes notes, bien qu'étant principalement des A, pouvaient être plus élevées. Mes corvées n'étaient jamais terminées à sa satisfaction. Mon apparence était constamment critiquée, de mes cheveux, pourquoi ne peux-tu pas les coiffer correctement, à ma posture, tiens-toi droite. Tu n'es pas une bossue. La violence verbale était constante mais prudente, ne franchissant jamais les limites qui déclencheraient un signalement obligatoire si je le mentionnais à ma travailleuse sociale. Tu es si paresseuse. Pas étonnant que tes parents ne voulaient pas de toi, disait-elle en souriant à Monsieur Williams. Ou, si tu étais ma vraie fille, j'aurais honte de t'emmener n'importe où, en me conduisant à l'école. J'ai appris à devenir invisible dans cette maison, à ne parler que lorsqu'on m'adressait la parole, à anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. J'ai développé de l'insomnie, restant éveillé à planifier comment éviter les critiques le lendemain. Mes résultats scolaires ont commencé à en souffrir à mesure que l'épuisement faisait des ravages, donnant à Madame Williams plus de munitions pour ses attaques verbales. Après 1 an avec la famille Williams, j'ai été déplacé vers ce qui allait devenir mon pire placement, la maison Jackson. Monsieur Jackson était rarement à la maison, travaillant de nuit dans une usine. Madame Jackson collectionnait les enfants placés pour les chèques, dépensant l'argent pour elle-même tout en nous soumettant à des rations alimentaires strictes. Les repas étaient surveillés, les collations interdites, et la nourriture était régulièrement retenue comme punition pour un comportement perçu comme répréhensible. À 14 ans, affamé et désespéré, j'ai fugué. J'ai passé 3 jours à vivre dans un parc, dormant sur des bancs et volant de la nourriture dans les épiceries avant que la police ne me trouve et ne me ramène au système de placement familial. Les Jackson ne voulaient plus de moi après mon coup d'éclat, alors je suis entré dans un autre foyer temporaire en attendant un placement plus permanent. C'est pendant cette période de transition que ma conseillère d'orientation au lycée, Mademoiselle Rivera, a remarqué en moi quelque chose que j'avais cessé de voir en moi-même depuis longtemps, du potentiel. Malgré ma présence sporadique et mes performances inégales, mes résultats aux tests standardisés étaient exceptionnels. Mademoiselle Rivera a commencé à plaider en ma faveur, suggérant des cours de niveau avancé et me mettant en contact avec des ressources scolaires dont je ne connaissais pas l'existence. « Tu es intelligente, Goldie », m'a-t-elle dit lors d'une de nos réunions hebdomadaires. Vraiment intelligente. Et ce cerveau que tu as, c'est ton billet de sortie de la situation dans laquelle tu te trouves. Mon nouveau placement était chez Mademoiselle Harriet, une femme célibataire plus âgée qui avait accueilli des dizaines d'adolescents au fil des ans. Elle n'était ni trop affectueuse ni froidement distante, offrant plutôt des limites claires et des attentes constantes. Sa maison était modeste mais confortable, avec des bibliothèques tapissant presque tous les murs. « Je ne m'attends pas à ce que tu m'appelles maman », a-t-elle dit lors de ma première soirée là-bas. « Je n'essaie de remplacer personne. Mais pendant que tu es ici, tu auras de la stabilité, du respect et des opportunités. Ce que tu en feras dépend de toi. » Pour la première fois depuis des années, j'ai connu une véritable stabilité. Mademoiselle Harriet maintenait les mêmes routines jour après jour. Dîner à 18h, devoir jusqu'à 20h, lecture jusqu'à 21h30, extinction des feux à 22h. Elle vérifiait mes devoirs, non pas pour critiquer, mais pour offrir de l'aide si nécessaire.
Elle assistait aux réunions parents-professeurs et plaidait en ma faveur lorsque les enseignants sous-estimaient mes capacités. J'ai découvert un réconfort dans l'art pendant ces années avec mademoiselle Harriet. Elle m'a remarqué en train de gribouiller constamment et m'a acheté de vrais carnets de croquis et des crayons. Je passais des heures dans ma chambre à dessiner, exprimant sur le papier les émotions que je ne pouvais pas verbaliser. Mademoiselle Harriet ne s'est jamais immiscée, mais elle a accroché mes meilleures œuvres dans le couloir, une reconnaissance silencieuse de mon talent. À l'approche de ma 11e année de lycée, mademoiselle Rivera et mademoiselle Harriet m'encourageaient toutes les deux à envisager l'université, quelque chose qui m'avait semblé impossible auparavant. Elles m'ont aidé à rechercher des bourses pour les jeunes issus du système de placement et m'ont guidé dans la rédaction de mes dissertations de candidature. Pour la première fois, je me suis permis d'imaginer un avenir au-delà du système qui avait défini mon adolescence. Puis, au cours de ma dernière année de lycée, mademoiselle Harriet a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Elle me l'a dit directement, sans drame ni émotion excessive. J'ai 6 mois, peut-être moins, a-t-elle dit lors de notre petit déjeuner dominical habituel. J'ai mis à jour mon testament et j'ai parlé à ta travailleuse sociale. Tu auras besoin d'un nouveau placement pour terminer l'année scolaire. J'avais 17 ans, à moins d'1 an de sortir du système à ma majorité. La pensée d'un autre déménagement, d'un autre ajustement, était épuisante. Mais plus que cela, je faisais face à la perte de la seule adulte qui avait été constamment présente pour moi en près d'une décennie. La santé de mademoiselle Harriet a décliné rapidement. En 3 mois, elle était en soins palliatifs, et j'étais de retour dans un placement temporaire, cette fois avec un couple qui accueillait principalement pour des raisons religieuses et essayait quotidiennement de me convertir à leur branche particulière de la foi. J'ai rendu visite à mademoiselle Harriet tous les jours après l'école jusqu'à son décès, lui tenant la main et lui lisant à haute voix ses livres préférés. Ses funérailles furent modestes mais dignes, fréquentées principalement par d'anciens enfants placés dont elle avait touché la vie. Nous étions une bande hétéroclite d'âge, d'origine et de destin différents, unis par notre expérience dans sa maison. C'était la première fois depuis l'abandon de ma famille que je ressentais un véritable chagrin, une mesure de la rareté des liens significatifs dans ma vie. 2 mois plus tard, j'ai eu 18 ans et je suis sorti du système de placement familial. J'avais un diplôme de fin d'études secondaires, une admission dans un collège communautaire grâce à des bourses pour les anciens jeunes placés, et $752 d'économies provenant d'emplois à temps partiel. Je n'avais pas de famille à appeler, pas de foyer où retourner, et aucun filet de sécurité en cas d'échec. Avec mes maigres économies, j'ai trouvé une place dans un appartement en colocation avec 3 autres filles, toutes étudiantes dans différentes universités de Chicago. L'appartement était petit, le quartier douteux, mais c'était le premier espace qui me semblait vraiment à moi, même si je n'en louais qu'un coin. Je me suis inscrite au collège communautaire tout en travaillant à 2 emplois, le matin dans un restaurant local et le soir dans un magasin de détail au centre commercial. Entre le travail et les cours, je dormais en moyenne 5 heures par nuit, mais l'épuisement me semblait avoir un but, différent de la lassitude profonde de mes années en famille d'accueil. Cette fatigue venait avec des chèques de paie, avec des crédits qui s'accumulaient pour un diplôme, avec une dynamique de progression. Pendant mon 2e semestre, je me suis inscrite à un cours d'histoire de l'art en option. Le professeur, Dr Masson, a remarqué mes dessins dans les marges de mes notes et a demandé à voir plus de mon travail. À contre-cœur, je lui ai montré mon carnet de croquis, m'attendant au genre d'encouragement vague que les adultes offrent souvent aux enfants par politesse. Au lieu de cela, il a été sincèrement impressionné. « Vous avez une compréhension naturelle de la composition et de la lumière », a-t-il dit en feuilletant les pages de portraits et de paysages que j'avais créés. « Avez-vous envisagé de poursuivre l'art sérieusement ?» L'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit. L'art avait été mon évasion, ma thérapie, jamais une carrière potentielle. Mais l'intérêt du docteur Masson a déclenché quelque chose. Il m'a mis en contact avec le département d'art de l'université, m'a aidé à postuler pour une bourse spécifique pour les étudiants en beaux-arts, et m'a guidé dans la constitution d'un portfolio en bonne et due forme. À la fin de ma 2e année au collège communautaire, j'avais obtenu une bourse complète pour terminer ma licence à l'université d'État. Pour la première fois, je me suis permis de ressentir une véritable fierté pour mes réalisations, de reconnaître que j'avais créé des opportunités pour moi-même malgré un départ de zéro. Déménager dans les logements universitaires m'a fait rencontrer Zoé, qui allait devenir ma première véritable meilleure amie depuis l'enfance. Elle étudiait le commerce, pratique et ambitieuse, mais avec une créativité qui complétait mes tendances plus artistiques. Nous restions éveillés tard à parler de tout et de rien, le genre d'amitié facile que j'avais observé chez les autres mais que je n'avais jamais connu moi-même.
tu ne parles jamais de ta famille, a-t-elle remarqué un soir alors que nous partagions une pizza dans notre chambre de dortoir. Je n'en ai pas, ai-je répondu, la désinvolture acquise au fil des ans lissant la douleur de cette admission. Zoé n'a pas insisté, n'a pas offert de sympathie vide. Elle a simplement hoché la tête et a dit, eh bien, tu peux partager la mienne pour les fêtes si tu veux. Ma mère cuisine toujours assez pour une armée de toute façon. Cette simple offre d'inclusion signifiait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Pendant les 3 années suivantes, j'ai passé Thanksgiving et Noël avec la famille bruyante de Zoé, observant leur affection naturelle les uns pour les autres, apprenant à quoi ressemblaient des dynamiques familiales saines. C'était à la fois guérissant et douloureux, un aperçu de ce que j'avais manqué, mais aussi de ce qui était possible. Au cours de ma 3e année, j'ai obtenu un poste d'étudiant employé à la galerie du campus, aidant à l'installation des expositions et aux tâches administratives. J'ai découvert que j'avais un talent non seulement pour créer de l'art, mais aussi pour le commissariat d'exposition, pour comprendre comment les œuvres s'agencent pour raconter une histoire cohérente. Je me suis retrouvé attiré par le côté commercial autant que par les aspects créatifs, fasciné par l'intersection de l'art et du commerce. Cette même année, j'ai rencontré James dans un cours de peinture avancée. Il était réfléchi et patient, ne me poussant jamais à donner plus d'informations sur mon passé que ce que j'étais prêt à partager. Notre relation s'est développée lentement, fondée sur le respect mutuel et des intérêts communs. Il a été la première personne à qui j'ai raconté toute l'histoire de mon abandon, assise sur le sol de son appartement à 3 heures du matin, les mots jaillissant après des années de confinement prudent. J'attendais que tu aies des problèmes de confiance, a-t-il dit quand j'ai eu fini. J'ai ri à travers mes larmes. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Je te connais depuis 8 mois et je te raconte seulement maintenant pourquoi je ne parle jamais de mon enfance. Il a souri, repoussant mes cheveux de mon visage. Argument valable. Mais tu es là. Tu me laisses entrer. Cela demande un courage incroyable après ce que tu as vécu. James m'a aidé à voir que mes murs de défense, bien que nécessaires à ma survie, m'empêchaient aussi de vivre pleinement ma vie. Avec ces encouragements, j'ai commencé une thérapie au centre de conseil de l'université, abordant enfin le traumatisme de l'abandon que j'avais porté seul si longtemps. La remise des diplômes est arrivée avec un triomphe doux amer. J'ai reçu mon diplôme avec mention, j'ai traversé la scène sous les acclamations de Zoé et James, mais j'ai ressenti vivement l'absence de famille. Pas de parents rayonnant de fierté, pas de frères et sœurs agitant la main avec enthousiasme depuis le public. Même après toutes ces années, il y avait toujours un vide là où ces liens auraient dû être. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai mis à profit mon expérience en galerie pour obtenir un poste d'assistante dans un petit espace d'art contemporain à Chicago. Le salaire était à peine supérieur au salaire minimum, mais c'était dans mon domaine, un pied dans la porte du monde de l'art. J'ai partagé un appartement avec Zoé, qui avait décroché un premier emploi en marketing, et j'ai continué mes séances de thérapie, déterminé à construire une relation plus saine avec mon passé. Ma carrière a progressé de manière constante. En 2 ans, j'ai été promue conservatrice associée, responsable de la découverte de nouveaux artistes et de la conceptualisation d'expositions. Le directeur de la galerie a reconnu mon œil pour les talents émergents et ma capacité à communiquer efficacement avec les artistes, des compétences qui me distinguaient de mes pairs. Mais la croissance personnelle n'était pas aussi simple que l'avancement professionnel. Un jour, en marchant sur Michigan Avenue, j'ai aperçu un homme qui ressemblait à mon père. Même carrure, même démarche, même façon de pencher la tête en attendant de traverser la rue. La crise de panique m'a frappé sans avertissement, me laissant à bout de souffle sur un trottoir bondé, désorienté, et soudainement redevenu une fillette de 8 ans, le regardant s'éloigner en voiture avec mon frère. Cet incident m'a renvoyé en thérapie avec un engagement renouvelé. Je devais aborder non seulement l'abandon lui-même, mais aussi son impact continu sur ma vie quotidienne, la façon dont il colorait mes relations et ma perception de moi-même. J'ai commencé à comprendre que la guérison n'était pas une destination mais un processus, dans lequel je serais probablement engagé pour le reste de ma vie. Pendant cette période, j'ai cultivé un cercle d'amis proches qui sont devenus la famille que je me suis choisie. À côté de Zoé, il y avait Marcus, un chef qui organisait des dîners élaborés dans son minuscule appartement, Elena, une bibliothécaire avec une connaissance encyclopédique de faits obscurs, et David, un développeur de logiciels à l'esprit sec qui ne manquait jamais de me faire rire. Nous avons créé nos propres traditions et systèmes de soutien, étant là les uns pour les autres d'une manière que ma famille biologique n'avait jamais fait. Nous avions des brunchs le week-end où nous discutions de nos victoires et de nos échecs autour de mimosas.
des rassemblements de vacances où nous apportions chacun des plats qui représentaient nos diverses origines. Des soirées cinéma, des tournois de jeux, des soirées dansantes improvisées dans des salons trop petits pour accueillir notre enthousiasme. Ces rituels ont remplacé les traditions familiales que j'avais perdues, créant de nouveaux souvenirs pour superposer les souvenirs douloureux. Après 3 ans d'économie sur chaque dollar, j'ai franchi le pas et ouvert ma propre petite galerie. L'espace était modeste, une ancienne librairie dans un quartier en voie de gentrification, mais il était à moi. Je me suis concentré sur la mise en valeur d'artistes locaux qui auraient autrement du mal à trouver une représentation, en particulier ceux issus de milieux défavorisés similaires aux miens. Le succès de la galerie a dépassé mes attentes. Les critiques d'art ont loué mon regard neuf et ma capacité incroyable à repérer le talent avant qu'il n'explose. Les publications locales ont présenté l'espace dans les guides culturels de la ville. Les artistes me sollicitaient, confiant que je représenterais leur travail avec intégrité et compréhension. À 29 ans, j'avais assez de stabilité financière pour acheter mon premier appartement, un 2 pièces dans un entrepôt reconverti avec de hauts plafonds, parfait pour exposer l'art que j'avais commencé à collectionner. Le jour où j'ai signé les papiers de l'hypothèque, je me suis assis seul dans l'espace vide, les clés à la main, et j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais d'une prise de conscience profonde. J'avais créé la sécurité pour moi-même. Après des années de foyer temporaire et d'espaces empruntés, j'avais la preuve tangible que je pouvais fournir ce que mes parents n'avaient pas réussi à me donner. Ma relation avec Michael a commencé pendant cette période de stabilité et de succès. C'était un architecte qui était venu à l'un de mes vernissages, plus intéressé par les caractéristiques du bâtiment que par l'art, jusqu'à ce que je le surprenne à étudier une installation particulièrement complexe avec une véritable curiosité. Contrairement à James, qui m'avait aidé à commencer mon parcours de guérison mais qui voulait finalement plus d'ouverture émotionnelle que je ne pouvais en offrir, Michael comprenait les limites. Ayant lui-même perdu sa mère à un jeune âge, il reconnaissait la résilience particulière qui découle de la gestion d'une perte précoce significative. Nous construisons tous les deux nos vies à partir de rien, a-t-il observé lors de notre 3e rendez-vous. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Créer exactement ce que l'on veut sans le poids des attentes. Pendant des années, j'avais effectué des recherches périodiques sur ma famille en ligne, cherchant les noms de Noah et Sophie, vérifiant les réseaux sociaux pour toute trace de mes parents. Ces recherches sont devenues moins fréquentes à mesure que je construisais ma propre vie. Le besoin désespéré de renouer a été progressivement remplacé par la curiosité, puis par quelque chose qui approchait de l'indifférence. J'ai pris la décision consciente d'arrêter de chercher, de me concentrer sur le présent et l'avenir plutôt que sur un passé que je ne pouvais pas changer. J'ai trouvé la paix en acceptant que la famille pouvait être choisie, que les liens du sang n'étaient qu'un type de connexion parmi d'autres. Les personnes qui se présentaient à mes vernissages, qui m'aidaient à emménager dans mon appartement, qui se souvenaient de mon anniversaire sans rappel, qui me serraient dans leurs bras quand une vieille peine refaisait surface de manière inattendue, c'était ma vraie famille. Ils avaient gagné cette désignation par une présence et une attention constantes, et non par une obligation génétique. Au début de la trentaine, j'avais créé une vie qui me semblait complète et pleine de sens. Je dirigeais une galerie prospère, j'étais propriétaire de ma maison, j'entretenais des amitiés aimantes et j'avais une relation basée sur le respect et la compréhension mutuelle. La fillette abandonnée de 8 ans faisait toujours partie de moi, mais elle ne me définissait plus. J'étais devenu quelqu'un dont elle pouvait être fière, quelqu'un qui avait transformé l'abandon en indépendance, le rejet en autonomie, et la perte en créativité. Je pensais avoir fait la paix avec mon passé. Puis Noah m'a trouvé sur Facebook, et tout ce que je pensais avoir résolu est revenu avec une clarté dévastatrice. Le message est arrivé un mardi matin ordinaire. J'étais dans mon bureau à la galerie, un café à la main, en train d'examiner les soumissions d'artistes pour une exposition à venir. La notification a retenti, et j'ai cliqué dessus distraitement, m'attendant à un message d'un client ou d'un collègue. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à fixer un nom que je n'avais pas vu depuis 20 ans, Noah Winters. La tasse de café m'a glissé des mains, se brisant sur le parquet, le liquide chaud éclaboussant mes chevilles. Je l'ai à peine remarqué. Toute mon attention s'est concentrée sur le petit rectangle de texte sur mon écran. Goldie, c'est Noah, ton frère. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je te cherche depuis des années. Je viens de trouver le site web de ta galerie. Est-ce qu'on peut se parler, s'il te plaît? J'ai fixé le message si longtemps que mon assistante est venue voir ce qui n'allait pas, inquiète du fracas et du silence qui a suivi. Elle a aidé à nettoyer le café renversé pendant que je restais immobile, incapable de traiter l'intrusion soudaine de mon passé dans mon présent soigneusement construit.
Il m'a fallu 2 jours pour répondre. 2 jours à discuter de la situation avec ma thérapeute, avec Michael, avec Zoé. 2 jours à peser les avantages potentiels d'une reconnexion contre la perturbation certaine que cela causerait dans ma vie. Ma réponse fut brève, je me souviens de toi. Nous pouvons parler. Noah a répondu immédiatement avec son numéro de téléphone. Quand j'ai appelé, sa voix était plus grave que dans mon souvenir, mais avec la même cadence, la même légère hésitation avant les mots importants. Je n'arrive pas à croire que je t'ai trouvé, a-t-il dit, l'émotion rendant sa voix épaisse. Je te cherche par intermittence depuis des années. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, la question qui me brûlait les lèvres depuis l'arrivée de son message. L'histoire s'est déroulée progressivement au cours de cet appel et de plusieurs autres qui ont suivi. Noah était maintenant marié et père de 2 enfants. Il s'était construit une vie d'ingénieur dans le Wisconsin, non loin de l'endroit où notre père l'avait initialement emmené. Il m'avait cherché sporadiquement au fil des ans, mais avec des informations limitées, les efforts n'avaient mené nulle part. Papa ne voulait pas que nous te contactions au début, a-t-il expliqué. Il disait que ce serait déroutant pour tout le monde, que les ruptures nettes étaient préférables. Au moment où j'ai été assez grand pour prendre mes propres décisions, je ne savais pas par où commencer à chercher. C'est lors d'une récente alerte de santé familiale que Noah avait renouvelé ses efforts pour me trouver, plongeant plus profondément dans les recherches en ligne jusqu'à ce qu'il découvre le site web de ma galerie avec une biographie professionnelle qui confirmait que j'étais la sœur qu'il cherchait. Sophie te cherche aussi, a-t-il ajouté, lâchant une autre bombe. Elle n'a jamais cessé de parler de toi, même quand nous étions tous censés faire comme si le passé n'était pas arrivé. Petit à petit, j'ai appris ce qui était arrivé à ma famille après qu'ils se soient éloignés et m'aient laissé derrière. L'entreprise de construction de papa s'est finalement stabilisée dans le Wisconsin, bien qu'il n'ait jamais atteint le succès dont il rêvait. Il s'était remarié brièvement quand Noah était au lycée, une relation qui a pris fin lorsque sa consommation d'alcool est devenue problématique. Il était maintenant célibataire, au début de la soixantaine avec des problèmes de santé croissants, vivant dans un petit appartement à Milwaukee. Maman était restée avec tante Lisa dans l'Indiana seulement quelques mois avant de déménager en Ohio avec Sophie pour un nouveau départ. Elle s'était remariée quand Sophie avait 10 ans, avec un homme stable et gentil qui avait été un bon beau-père à tous points de vue. Elle travaillait toujours comme infirmière, maintenant en gestion dans un hôpital. Selon Noah, elle exprimait des regrets sur la façon dont les choses s'étaient passées avec moi, bien qu'elle n'ait jamais fait d'efforts concrets pour me trouver ou se faire pardonner. Sophie était devenue enseignante, travaillant avec des enfants de l'école primaire. Elle avait été fiancée 2 fois mais ne s'était jamais mariée, rompant les 2 relations avant d'atteindre l'hôtel. Elle vivait à Columbus, à moins d'1 heure de notre mère, mais maintenait ce que Noah décrivait comme des « limites saines » avec elle. Il va y avoir une réunion de famille, a dit Noah lors de notre 4e appel. Papa a 60 ans, et il semble que l'alerte de santé ait fait réaliser à tout le monde que le temps n'est pas infini. Ils veulent tous que tu viennes. Ils veulent tous que je vienne, ai-je répété, les mots semblant étrangers dans ma bouche. Les mêmes personnes qui m'ont laissé seul dans une maison vide quand j'avais 8 ans. Le malaise de Noah était palpable, même à travers le téléphone. C'était une période terrible pour tout le monde, Goldie. Papa fonctionnait à peine. Maman traversait ce que nous savons maintenant être un épisode dépressif majeur. Ils ont pris des décisions horribles, mais ils ont changé. Et tu penses que cela excuse l'abandon d'un enfant, ai-je demandé, la colère perçant enfin le choc qui avait dominé mes réactions jusqu'à présent. Non, bien sûr que non, a-t-il rétropédalé. Rien n'excuse cela. Mais les gens peuvent regretter leurs pires erreurs, n'est-ce pas? Ils veulent une chance de s'excuser, d'essayer de réparer les choses. J'ai ri, un son dur et sans humour. Réparer les choses? J'ai passé 10 ans dans le système de placement familial, Noah. As-tu la moindre idée de ce que c'était? Il n'en avait aucune, bien sûr. Comment le pourrait-il? Pendant que je passais de foyer en foyer, mes affaires dans des sacs poubelles, il vivait avec notre père, jouait au baseball, ayant une adolescence normale malgré la fracture familiale. Je me suis retrouvé dans une position inconfortable de messagère entre des parties de ma famille qui n'avaient pas communiqué directement depuis des années. Noah parlait régulièrement avec Sophie mais avait un contact limité avec nos parents. Sophie parlait à notre mère chaque semaine mais interagissait rarement avec notre père. Tout le monde, semblait-il, avait des relations compliquées les uns avec les autres mais étaient unis dans leur désir soudain de renouer avec moi. Sophie a appelé une semaine après le premier contact de Noah.
Sa voix était à la fois familière et étrange, le ton aigu de la petite fille remplacé par les inflexions d'une femme, mais avec la même ouverture émotionnelle dont je me souvenais. « Je ne t'ai jamais oublié », a-t-elle dit, pleurant quelques minutes après le début de notre conversation. « J'avais cette photo de toi de ma fête de 6 ans. Je l'ai gardée cachée parce que ça rendait maman triste de la voir, mais je la regardais tous les soirs avant de dormir pendant des années. » Contrairement à Noah, qui abordait notre reconnexion avec un pragmatisme prudent, Sophie oscillait entre une nostalgie larmoyante et des plans enthousiastes pour rattraper le temps perdu. Elle voulait une proximité immédiate, suggérant des visites et des vacances partagées, comme si 2 décennies de séparation pouvaient être comblées d'un seul bond. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas cherché plus tôt, sa réponse a révélé la mythologie familiale qui s'était développée en mon absence. « Je pensais que tu étais avec grand-mère et grand-père », a-t-elle admis. « C'est ce que maman m'a dit quand j'étais petite. Au moment où j'ai découvert la vérité au lycée, personne ne semblait savoir où tu étais. » Les raisons invoquées pour mon abandon variaient selon la personne qui expliquait. Noah a cité la pression financière et les problèmes de santé mentale de nos parents. Sophie a mentionné une mauvaise prise de décision pendant une crise. Tous deux ont reconnu que c'était mal mais l'ont présenté comme une erreur tragique plutôt que le choix délibéré que cela avait été. J'ai appris que nos parents avaient dit à la famille élargie que je vivais avec une tante pendant ces années, une fiction qui préservait leur image de parents attentionnés qui avaient simplement été dépassés par les circonstances. Personne n'avait remis en question ce récit assez profondément pour découvrir la vérité, que j'avais été laissé seul et par la suite confié à la charge de l'État. Mes amis étaient partagés sur la manière dont je devais répondre à ces ouvertures soudaines de ma famille longtemps absente. Zoé était protectrice, méfiante de leur motivation, et préoccupée par le bilan émotionnel que la reconnexion pourrait avoir. Ils t'ont abandonné une fois, a-t-elle souligné sans détour. Qu'est-ce qui les empêchera de disparaître à nouveau quand ça deviendra difficile? Michael était plus mesuré, suggérant que je procède avec prudence mais que je reste ouverte à la possibilité de guérir selon mes propres termes. Tu ne leur dois pas le pardon, a-t-il dit, mais tu pourrais trouver une certaine paix en les écoutant. Ma thérapeute m'a aidé à naviguer dans les émotions complexes qui ont fait surface à chaque nouveau contact. La colère que je pensais avoir traitée il y a des années est revenue avec une intensité nouvelle. Le deuil des années perdues semblait à nouveau à vif. Et sous tout cela, une petite voix persistante qui appartenait à la fillette de 8 ans toujours en moi, pourquoi ne voulaient-ils pas de moi alors? Pourquoi me veulent-ils maintenant? J'ai accepté de rencontrer Noah pour un café quand il est venu à Chicago pour une conférence de travail. Le voir en personne était surréaliste, comme regarder une version de notre père dans un miroir déformant. Ses traits étaient familiers mais altérés par le temps et la génétique. Il avait la taille et la carrure de papa mais se tenait différemment, sans l'énergie agitée que je me souvenais chez notre père. Ses enfants m'ont appelé « Tante Goldie » lors d'un appel vidéo qu'il a initié au café, le titre semblant à la fois étranger et douloureux. Ces enfants qui partageaient mon sang mais ne savaient rien de moi, à qui on avait raconté des histoires sur une tante qui existait principalement dans les souvenirs d'enfance de leur père. « Papa veut te parler », a dit Noah vers la fin de notre rencontre, son malaise évident dans la façon dont il tripotait sa tasse de café. « Il n'est pas bien, Goldie. Les médecins parlent de 6 mois, peut-être 1 an. Il veut faire la paix avant que, » il s'est interrompu, laissant l'implication en suspens entre nous. La demande de pardon d'un homme mourant aurait peut-être dû m'émouvoir, mais elle n'a fait qu'intensifier ma colère. Pourquoi devais-je accorder l'absolution selon son calendrier? Où était ce désir de réconciliation pendant les années où j'avais besoin d'un père? Un colis est arrivé à ma galerie la semaine suivante. L'adresse de retour indiquait le nom de ma mère en Ohio, provoquant un choc en moi à la vue de son écriture, encore reconnaissable après toutes ces années. À l'intérieur se trouvait un ours en peluche usé que je pensais perdu à jamais, mon compagnon d'enfance, Howard, conservé tout ce temps. Il y avait un mot, je l'ai gardé en sécurité pour toi. J'aurais dû te garder en sécurité, toi aussi. Je suis tellement désolé, Goldie. S'il te plaît, appelle quand tu seras prête. Amour, maman. La présomption dans cette signature, revendiquant une relation à laquelle elle avait renoncé 2 décennies plus tôt, m'a fait mettre le mot de côté. Mais j'ai gardé Howard, le plaçant sur une étagère dans ma chambre, un lien tangible avec l'enfant que j'avais été. L'invitation formelle à la réunion de famille est arrivée ensuite, une carte maladroitement formulée demandant ma présence dans une maison au bord d'un lac dans le Michigan, le même endroit où nous avions passé nos vacances en tant que famille unie. Le lieu avait clairement été choisi pour sa valeur sentimentale, mais les souvenirs qu'il évoquait pour moi étaient compliqués,
entaché par la connaissance de ce qui était venu après ces moments apparemment heureux. Je me trouvais à un carrefour, tiraillé entre la famille que j'avais perdue et la vie que j'avais construite sans eux. Ils me demandaient de reprendre un rôle que j'avais depuis longtemps dépassé, la plus jeune fille, la petite sœur, la pièce manquante de leur portrait de famille. Mais je n'étais plus cette personne. J'étais devenu quelqu'un de complètement différent en leur absence, forgé par des expériences dont ils ne savaient rien et qu'ils ne pourraient jamais vraiment comprendre. La décision que je prendrais quant à ma participation à cette réunion définirait non seulement ma relation avec ma famille biologique à l'avenir, mais aussi ma relation avec moi-même et le parcours qui m'avait amené à ce point. Après des semaines de délibération et des séances de thérapie intensive, j'ai pris ma décision. Je rencontrerai ma famille, mais pas selon leurs termes. Pas à la maison au bord du lac avec ses souvenirs compliqués, pas dans le cadre d'une réunion de célébration prétendant que 2 décennies d'abandon pouvaient être effacées avec un gâteau et des souvenirs nostalgiques. Au lieu de cela, j'ai proposé un dîner dans un lieu neutre, un restaurant près de ma galerie, où je me sentirais en terrain connu. J'ai écrit des lettres détaillées à chaque membre de la famille au préalable, expliquant exactement ce qui m'était arrivé après leur départ. Pas la version édulcorée qu'ils auraient pu imaginer, mais la dure réalité du placement familial. Les Thompson avec leur sac poubelle noir pour mes affaires. Madame Williams avec ses remarques cinglantes. Les Jackson qui utilisaient la nourriture comme punition. Les déménagements constants, la perte de toute stabilité, les années à me sentir indésirable et jetable. Je n'écris pas cela pour vous blesser, expliquai-je dans chaque lettre, mais parce que si nous devons avoir une relation à l'avenir, elle doit être basée sur la vérité, et non sur des fictions confortables. Vous devez savoir qui je suis devenu en votre absence. Michael a proposé de m'accompagner au dîner, un tampon contre la tempête émotionnelle qui pourrait m'attendre. J'ai apprécié son soutien mais j'ai décliné. C'était quelque chose que je devais affronter seul, selon mes propres termes, avec la force que j'avais construite au cours d'une vie d'autonomie. Le soir de notre rencontre, je suis arrivé en avance, choisissant une table qui me donnait une vue claire de l'entrée. Je les ai regardés arriver ensemble, ma famille éloignée, instantanément reconnaissable malgré les années de séparation. Papa, plus mince que dans mon souvenir, les cheveux maintenant gris, se déplaçant avec les pas prudents de quelqu'un qui gère la douleur. Maman, le visage ridé mais toujours belle, ajustant nerveusement son collier en entrant. Noah, planant protecteur près du coude de papa. Sophie, les yeux scrutant le restaurant avec anxiété jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Le choc de les voir ensemble après 24 ans était physique, une oppression dans ma poitrine qui m'a momentanément coupé le souffle. Ces personnes qui partageaient mon sang, qui formaient autrefois l'intégralité de mon monde, étaient maintenant des étrangers au visage familier. Je me suis levé à leur approche, acceptant de brèves étreintes maladroites de chacun, le contact physique à la fois étranger et douloureusement familier. « Tu es si belle », a dit maman, les larmes déjà aux yeux. Si grande. C'est ce qui a tendance à arriver en 20 ans, ai-je répondu, ma voix stable malgré la turbulence émotionnelle sous la surface. La conversation initiale était tendue, remplie de sujets sûrs et de questions prudentes. Comment allait ma galerie? Est-ce que j'aimais vivre à Chicago? Est-ce que je voyais quelqu'un de spécial? J'ai répondu poliment mais brièvement, les regardant échanger des regards, clairement incertains de la manière de naviguer dans le gouffre immense qui nous séparait. Papa s'est raclé la gorge pendant un silence dans la conversation. Goldie, nous te devons des excuses. Ce qui s'est passé, ce que nous avons fait. Il n'y a aucune excuse pour cela. Mais il y avait des raisons, a rapidement interjeté maman. Nous étions dans une situation si terrible financièrement, émotionnellement. Je souffrais de dépression, même si je ne le reconnaissais pas à l'époque. Ton père buvait trop. Nous pensions prendre la meilleure décision pour tout le monde à ce moment-là. Je l'ai regardé fixement. Quelle était exactement la meilleure décision pour moi, maman? Être laissé seul dans une maison vide à 8 ans? La table est devenue silencieuse. Sophie a baissé les yeux sur son assiette tandis que Noah se tortillait mal à l'aise sur sa chaise. Le visage de papa a rougi de honte ou de colère, je ne pouvais pas dire lequel. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-il finalement dit. Je pensais que ta mère t'emmenait. Elle pensait que tu venais avec moi. Au moment où nous avons réalisé ce qui s'était passé, tu étais déjà dans le système, et on nous a dit qu'il serait compliqué de te récupérer. Compliqué, ai-je répété, le mot ayant un goût amer. Alors, vous avez décidé de ne pas essayer parce que c'était compliqué?
Je ne pouvais pas gérer les 3 enfants seuls, a admis papa, sans me regarder dans les yeux. J'avais à peine assez de force pour m'occuper de Noah. Et Sophie avait entièrement besoin de moi, a ajouté maman. Elle était si jeune, si confuse partout. J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant avant de répondre. Je comprends que vous étiez tous les deux en difficulté. Je peux même accepter que vous ayez pris des décisions dans un état de désespoir. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est pourquoi aucun de vous n'est revenu me chercher. Pourquoi vous n'avez jamais appelé, jamais écrit, jamais essayé de savoir si j'allais bien. Nous avons essayé, a insisté maman. Nous avons appelé la travailleuse sociale quelques fois, mais ils ont dit que tu étais placé dans une bonne famille, que perturber ta nouvelle situation pourrait causer plus de mal que de bien. J'ai ri sans humour. Une bonne famille? Voulez-vous savoir avec combien de bonnes familles j'ai vécu? J'ai ensuite raconté mes placements, nommant chaque famille et ce qu'avait été la vie dans leur foyer. J'ai récité des dates, des lieux, des incidents spécifiques qui s'étaient gravés dans ma mémoire. 15 juillet 2002. Les Thompson ont décidé de se concentrer sur leurs enfants biologiques, alors j'ai été déplacé chez les Ramirez avec 5 autres enfants placés. 3 mars 2004. Madame Williams m'a dit que j'étais trop stupide pour jamais arriver à quoi que ce soit parce que j'avais eu un B- à un test de mathématiques. 28 novembre 2005. Les Jackson ont verrouillé le réfrigérateur pendant le week-end de Thanksgiving parce que j'avais trop mangé au repas de fête. Pendant que je parlais, j'ai vu leur visage passer de la justification défensive à la reconnaissance inconfortable de la réalité que j'avais vécue. Ce n'était pas la version édulcorée du placement familial des films réconfortants. C'était le système tel qu'il existait réellement pour de nombreux enfants, une série de foyers temporaires avec des adultes qui vous voyaient comme une source de revenus ou une obligation, rarement comme un enfant méritant amour et stabilité. Je ne vous dis pas cela pour que vous vous sentiez coupable, ai-je dit quand j'ai eu fini. Je vous le dis parce que c'est qui je suis. Ces expériences m'ont façonné. Si vous voulez me connaître maintenant, vous devez comprendre ce qui m'est arrivé alors. J'ai ensuite livré ma déclaration préparée sur la différence entre le pardon et la réconciliation. Je peux pardonner ce qui s'est passé sans prétendre que cela ne m'a pas affecté. Je peux avancer sans effacer le passé. Mais toute relation que nous construisons doit reconnaître la réalité de ces 20 années, pas seulement les balayer sous le tapis. J'ai fixé des limites claires sur ce que j'étais prête à accepter. Pas de réunion de famille instantanée. Pas de prétention que nous pouvions reprendre là où nous nous étions arrêtés. Pas d'attente que je m'intègre de manière transparente dans des traditions familiales dont je n'avais jamais fait partie. Des relations individuelles pourraient être possibles, construites lentement et avec respect pour qui nous étions tous maintenant, pas pour qui nous avions été ou qui il souhaitait que je sois. Je n'assisterai pas à la réunion à la maison au bord du lac, ai-je conclu. C'est trop tôt, dans un endroit qui recèle des souvenirs compliqués pour moi. Je suis ouverte à apprendre à connaître chacun de vous individuellement, en terrain neutre, si c'est quelque chose que vous voulez. Mais je dois être clair. J'ai une vie bien remplie avec des gens qui ont été là pour moi de manière constante. Ils sont ma famille, aussi, et ils resteront ma priorité. Leurs réactions ont varié. Papa est devenu défensif, arguant au début qu'ils avaient souffert, eux aussi, qu'ils avaient fait des erreurs mais n'avaient pas voulu les conséquences. Maman a pleuré, répétant qu'elle n'avait jamais cessé de m'aimer, qu'elle pensait à moi tous les jours. Noah semblait soulagé que tout soit enfin dit à voix haute après des années de secrets de famille. Sophie a écouté attentivement, tendant parfois la main vers moi comme si elle voulait établir un contact physique mais respectant mon espace. Après le dîner, je suis parti avec ma dignité intacte, ne cherchant ni leur approbation ni leur absolution, mais me tenant dans ma vérité. L'enfant effrayé et abandonné était devenu une femme qui pouvait faire face à son passé sans en être diminuée. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai rencontré Sophie pour un café, juste nous deux. Sans la présence de nos parents, elle a parlé plus librement de ses propres luttes en grandissant avec une mère qui combattait la dépression et un beau-père qui, bien que gentil, n'avait jamais pleinement compris les dynamiques complexes de leur famille recomposée. Nous avons commencé à construire une relation timide basée sur qui nous étions maintenant, pas sur les enfants que nous avions été. Quand l'invitation de Noël de la famille est arrivée, j'ai décliné poliment, suggérant plutôt que nous continuions avec des interactions plus petites et plus gérables. Je n'étais pas prête pour des célébrations de fêtes qui mettraient inévitablement en lumière les années de tradition que j'avais manquées, les blagues internes que je ne comprendrais pas, les photographies de famille qui ne m'incluaient pas. L'expérience a suscité une nouvelle direction dans mon travail artistique.
J'ai créé une série sur l'abandon et la guérison, des œuvres abstraites qui exploraient le voyage de la fragmentation à la plénitude. L'exposition a reçu les éloges de la critique, les commentateurs notant l'honnêteté émotionnelle brute et la puissante résilience évidente dans le travail. Je n'ai pas explicitement partagé l'histoire personnelle derrière l'art publiquement, mais ceux qui me connaissaient en ont compris la signification. 6 mois après notre dîner, mon père a appelé. Sa santé s'était encore détériorée, et son ton était différent, moins défensif et plus réfléchi. « Je t'ai laissé tomber », a-t-il dit simplement. « Pas seulement quand tu avais 8 ans, mais chaque jour après cela où j'aurais pu essayer de te trouver et ne l'ai pas fait. Je ne peux pas le changer, mais je voulais que tu saches que je le sais. Je sais ce que j'ai fait. » Ce ne fut pas une réconciliation dramatique. Ce ne fut même pas vraiment un pardon au sens traditionnel du terme. Mais c'était une reconnaissance de la vérité, et cela signifiait quelque chose. J'ai fini par comprendre que le pardon ne consiste pas à excuser ce qui s'est passé ou à prétendre que cela n'a pas causé de tort. Il s'agit de se libérer du fardeau de la colère, non pas pour le bénéfice de ceux qui vous ont blessé, mais pour votre propre paix. J'ai pardonné à mes parents non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que je mérite d'être libéré du poids du ressentiment. La famille est un concept que j'ai dû définir pour moi-même. Elle inclut les personnes qui partagent mon ADN, avec qui je construis des relations prudentes et limitées. Mais elle englobe aussi les amis qui ont été présents de manière constante, les mentors qui ont cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même, le partenaire qui comprend mon histoire complexe sans essayer de la réparer ou de l'effacer. La famille, ce sont les gens qui vous aiment, pas seulement ceux avec qui vous partagez votre sang. La fillette abandonnée de 8 ans vit toujours en moi. J'honore son courage, sa résilience, sa détermination à survivre quand il semblait que le monde entier lui avait tourné le dos. Mais elle ne me définit plus. Elle fait partie de mon histoire, pas de son intégralité. Dans mon bureau de la galerie, j'ai 2 photographies côte à côte. L'une est la photo que Sophie a gardée toutes ces années, montrant une petite fille aux dents de lait avec des yeux pleins d'espoir. L'autre est un autoportrait récent, montrant une femme avec de la force dans son regard et de la confiance dans sa posture. Les 2 sont moi. Les 2 sont vrais. Les 2 méritent d'être vus. Avez-vous déjà dû reconstruire votre définition de la famille après une perte ou une séparation? Croyez-vous que le pardon est possible sans oublier? J'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour plus de conversations sur la résilience et la reconstruction. Rappelez-vous que votre passé vous façonne, mais il n'a pas à vous définir. Merci d'avoir écouté mon parcours, et j'espère qu'il apportera un certain réconfort à quiconque s'est déjà senti abandonné ou oublié. Vous n'êtes pas seul, et votre histoire compte aussi.